Messieurs, bonjour. Cela faisait longtemps. Alors aujourd'hui, un sujet mais vraiment passionnant et un cas rare. Aujourd'hui, on va parler de l'Espagne, vue des deux côtés. C'est un cas rare parce que vous avez d'un côté le Maroc et de l'autre côté l'Algérie qui se disputent le même sujet avec l'Espagne. Le sujet étant bien sûr le Sahara marocain. Donc pour les mêmes raisons. Donc c'est une raison rêvée de voir le traitement diplomatique de chacune des chancelleries. Voilà. Alors commençons tout de suite. Début avril 2021, comme tout le monde le sait maintenant, à l'époque c'était Jeune Afrique qui avait ébruité l'affaire. Le Ben Boutouche, alias Brahim Ali, débarque avec un avion présidentiel médicalisé dans un patelin perdu d'Espagne qui s'appelle le Grono pour se faire soigner du Covid. Lorsque l'affaire a été ébruitée, c'est le choc au Maroc. Il faut dire qu'à l'époque, ça paraissait surnaturel. C'était... Pourquoi l'Espagne aurait fait ça? Dans quel intérêt? Enfin, on n'y comprenait pas grand-chose. Toujours est-il que, dans le même mois, réaction diplomatique du Maroc, comme quoi il ne comprend pas, et il y a, durant ce même mois, la convocation de l'ambassadeur espagnol à Rabat, auquel on va poser certaines questions. Et les questions sont claires et simples. 1. Pourquoi vous avez reçu ce cher monsieur sans nous prévenir? 2. Pourquoi vous le recevez sous une fausse identité? La question a été claire et le Maroc en est resté là. Il y a eu des interventions autres qu'officielles. Il y a eu les interventions du syndicat nationaliste, des journalistes, des parlementaires, de tout ce qu'on veut. Mais officiellement, c'était à peu près la seule réaction claire et nette. Puis silence radio. Quelques semaines plus tard, c'est-à-dire 2-3 semaines plus tard, d'un seul coup, on apprend, encore une fois, par la presse, alors une vague de migrants comme du jamais vu, qui déferle sur Ceuta. Pratiquement 6000 jeunes Marocains qui envahissent Ceuta. Petit aparté, pour le Maroc, ce n'était qu'une piqûre de rappel. Parce que s'il avait vraiment voulu faire mal, ce n'est pas des nationaux qui seraient partis sur Ceuta, mais des Sud-Africains, et on en a beaucoup dans le pays. Parce que dans le cas des Sud-Africains, l'Espagne n'aurait rien pu faire, elle ne peut pas les rendre. Elle va les rendre à qui? Le Maroc va se dire, c'est pas les miens, pourquoi je vais les reprendre? Là, le Maroc, intelligemment, a voulu juste signifier vraiment sa colère et son incompréhension de l'acte inamical des Espagnols, qui était à l'époque incompréhensible, qu'il l'est même encore au jour d'aujourd'hui, à part si on le voit sous le côté idéologique. Enfin, toujours est-il que, immédiatement après cet acte-là, il y a convocation immédiate de l'ambassadrice marocaine. Et elle l'a fait d'une manière très très peu diplomatique, pour ne pas dire, elle a essayé d'être humiliante. Je dis bien essayer, parce que ça ne s'est pas terminé. Elle convoque pour le lendemain Kalima Benayesh, l'ambassadrice marocaine, pour le lendemain matin 9h, comme si demain 9h à mon bureau. Le Maroc, réaction immédiate et hypodermique, rappel de l'ambassadrice marocaine au Maroc. Résultat, il n'y a pas eu de rendez-vous et il n'y a pas eu de discussion avec l'AIA.
L'AIA, juste après, dans des déclarations, nous fera comprendre que c'était pour raison humanitaire. Et elle affirmera même que, fière d'elle-même, l'Espagne est souveraine et que l'Espagne ne changera pas de position. Exactement ainsi qu'elle l'a dit. Le Maroc, silence radio. Il n'y a plus de marhaba, c'est-à-dire tout le transfert des MRE, les millions des MRE qui passent vers l'Espagne. Les relations sécuritaires sont coupées. Il n'y a rien. Le Ben Botouche, il est toujours en Espagne. Du coup, la Laïa, après les quelques interventions marocaines, commence à parler de le Brahim Rali ne repartira pas d'Espagne sans être passé par la case justice, etc., etc. On sait tous très bien comment cela s'est passé. Ils sont débrouillés effectivement pour le passer en audio, visuel, sans aucune contrainte. Mais bon, on avait bien compris qu'elle essayait de calmer les choses. Mais c'était trop tard. Le 1er juin de la même année, le Brahim Rali, il retourne dans son pays, en Algérie. Petit détail, avant d'y retourner, comment il y est retourné? Les Algériens voulaient absolument qu'il revienne en avion présidentiel et autres encore, comme il était rentré. Les Marocains ont vraiment insisté auprès des Espagnols. Vous en avez déjà fait une, vous n'allez pas en faire deux fois. Ce monsieur ressortira comme n'importe quel citoyen lambda. Donc il est hors de question que vous acceptiez cela. Et on a appris par la presse qu'il y avait effectivement un avion présidentiel qui s'était déplacé vers l'Espagne et qu'il avait refait demi-tour et qu'après il y a des discussions approfondies Espagne-Algérie pour qu'enfin ils se mettent d'accord. Et l'Algérie a fini par prêter un avion médicalisé privé français pour ramener le Ben Botouche, Brahim Rali, de nuit et incognito. Voilà. Le Ben Botouche, le 1er juin, c'est terminé. On a commencé en avril, mai, juin. C'est là où les problèmes commencent pour l'AIA. La pression augmente. La presse aussi y participe. Le Maroc précise qu'il n'y aura aucun changement tant que l'Espagne restera sur ses positions. Et le Maroc fait comprendre à l'Espagne que de toutes les façons, maintenant, le sujet est autrement plus compliqué et qu'il sous-entendait que vraiment, c'était la question du Sahara qui était primordiale. 2 mois plus tard, après le départ de Ben Botouche, changement gouvernemental, l'AIA saute. Pedro Sánchez installe Alvarez. Et avec la Alvarez, il va y avoir des discussions souterraines durant des mois. Tout ça, ni vu ni connu. Rappelez-vous, à l'époque, dans la presse espagnole, dès qu'on lui posait la question, il trouvait tous les moyens possibles et imaginables pour expliquer qu'il ne pouvait pas en parler. Ce qui est d'ailleurs une bonne chose. Ben, j'essaie de résumer pour faire vite. Donc Alvarez va se mettre au boulot. Le Burrito en fait de même, en fait, de l'autre côté. Il n'y a pas de déclaration, rien du tout. Le Maroc attend simplement le changement de position des Espagnols. C'est ce qui arrivera 3 mois plus tard. Gentiment, tranquillement. Un beau jour, on a par communiqué royal, du cabinet royal, comme quoi il y a eu accord avec le gouvernement espagnol et que dorénavant, l'Espagne considère le plan d'autonomie marocain, qu'elle appelait le plan de 2007, comme étant la seule
solution réaliste, pragmatique. C'est exactement ce qu'attendait le Maroc. Après cela, c'est le branle-bas en Algérie. Et vraiment le branle-bas. C'était, je crois, en mars 2022. Une année presque jour pour jour après le début de l'histoire de Ibn Battuta. Entre-temps, je reviendrai à l'affaire algérienne, entre-temps, un mois plus tard, c'est le Ramadan, c'est la fameuse photo inoubliable, l'iftar entre Pedro Sanchez et Sa Majesté Mohamed VI qui couronne définitivement cet accord. Maintenant, du côté algérien, immédiatement, donc, je disais, après que l'Espagne ait reconnu la proposition marocaine comme étant la seule réaliste. Je dis bien immédiatement, c'est-à-dire le lendemain matin. L'Algérie réagit comme d'habitude, sur le coup, hop, arrêt du traité d'amitié. Elle désavoue le traité d'amitié. Petit aparté encore une fois, qui avait été signé à l'époque du différend sur l'îlot Péril entre le Maroc et l'Espagne. Rappelez-vous, l'îlot Péril, c'est ce petit rocher sur la plage, carrément sur la plage, hein, au nord de Tanger, Tétouan, par là-bas, je ne sais pas exactement, mais j'ai vu les photos, où il y avait deux malheureux des forces auxiliaires marocaines qui avaient grimpé là-dessus. Et à l'époque, c'était le président Aznar, et le président Aznar avait carrément remué ciel et terre et mer en faisant intervenir la marine espagnole pour déloger ces deux malheureuses personnes. Enfin, c'est une autre histoire. C'était juste pour vous dire que déjà l'origine de ce traité d'amitié, c'est parce que l'Algérie avait profité de quelques moments de tension entre l'Espagne pour pouvoir le signer. Donc revenons donc au moment où Pedro Sanchez est donc revenu sur sa position. Réaction, donc, je disais, épidermique de l'Algérie, elle renie le traité d'amitié. Puis, c'est le silence radio. Ça va être le silence radio pendant un mois et quelques. Pourquoi? Parce que jusque-là, les Algériens, comme ils l'avaient espéré avec les Américains, croyaient vraiment, et dur comme fer, c'était dans leur presse, c'est indiqué dans leur presse, que de toute façon, Sanchez sera bien obligé de changer d'avis, et que vu sa position dans le gouvernement, et les pressions des autres partis, et qu'il y a tel parti et tel parti qui n'est pas d'accord, ils n'ont pas tort. Mais c'était quand même une décision souveraine, qui n'avait pas été prise du jour au lendemain, comme chez les Algériens. C'était le couronnement d'un bras de fer qui a duré une année. Donc ça m'étonnerait que les Espagnols se soient réveillés un beau jour en disant voilà, ça y est, on est pour l'autonomie du Sahara marocain. Non, c'était une décision responsable et mûrement réfléchie. Je disais donc que les Algériens espéraient un changement. Et ils ont gardé le silence tant qu'ils espéraient ce changement. Un mois après avoir annulé le fameux traité, il y a eu une convocation de Pedro Sanchez au Parlement espagnol. Et les questions, c'était justement concernant ce traité. Les Algériens avaient tout misé là-dessus. Durant la session des questions orales, le Pedro Sanchez a reconfirmé la position de l'État espagnol. Comme quoi, nous sommes avec la proposition marocaine de 2007. Là, les gradés algériens, ils se sont dit là, les carottes sont cuites. Réaction, dès le lendemain, l'ABEF, c'est-à-dire l'association des banques et établissements financiers algériens,
envoie une note à toutes les banques comme quoi le commerce est coupé. Les Espagnols, immédiatement, direction l'UE, comme il avait fait à l'époque avec le Maroc. Petit aparté, rapidos, il l'avait fait exactement, les Espagnols avaient eu exactement la même réaction avec le Maroc, directement avec l'UE. L'UE, c'était le Parlement européen, donc beaucoup moins virulent quand même que si c'était la Commission. Toujours est-il que le Parlement européen, avant même qu'il ne publie son communiqué, réaction immédiate du Parlement arabe, grâce bien sûr à l'intervention marocaine, pour condamner ce qu'allait faire le Parlement européen et qu'il n'avait pas le droit de s'immiscer dans des problèmes bilatéraux entre l'Espagne et le Maroc. Et pour bien leur signifier, durant leur communiqué qui arrivera 2 semaines plus tard, ils parleront encore une fois de ces relations et, fait historique, ils citeront même les cas de Ceuta et de Melilla comme étant marocaines, ce qui n'était jamais arrivé depuis toujours. Voilà, je referme l'aparté. Je reviens donc côté espagnol avec l'affaire algérienne. Donc, l'Espagne fait intervenir tout de suite l'UE. L'UE, attention, vous parlez de relations commerciales, vous avez des accords avec l'UE, si jamais vous touchez à ces relations commerciales, il va y avoir réaction immédiate de l'UE. Voilà, les généraux quand même, dès que ça commence à toucher leur intérêt propre, réaction immédiate et bizarre, et c'est là moment qu'on fait intervenir, le ministre des Affaires étrangères, et lui, il vient, il déclare, il n'y a rien du tout. Vous vous êtes empressé. Officiellement, l'Algérie n'a rien fait, n'a rien coupé, n'a rien. Alors que Alvarez, lui-même, himself, avait confirmé que les relations commerciales avaient été arrêtées. Les domiciliations bancaires avaient été arrêtées pour les industriels et les exportateurs, algériens. Et là, vous avez les Algériens qui nient tout. Il ne s'est rien passé. On en restera là jusqu'à 2 mois plus tard, un petit peu moins, mais presque 2 mois plus tard. Nouveau communiqué de l'ABEF. Encore une fois, il est publié dans toute la presse, tout le monde est au courant, toutes les chancelleries sont au courant. Et ce communiqué dit, voilà, reprise des relations commerciales. Donc ça prouve bien que ça avait été coupé, que le premier communiqué était vrai. Bon, entre parenthèses. Ok, bien. On se dit, tiens, réaction immédiate d'autres journaux, dès le lendemain et le surlendemain, reculade de l'Algérie, ce qui a dû choquer en haut lieu. Enfin, il est évident que cela apparaît, encore une fois, comme un rétropédalage. Mais ce n'est pas fini. 48 heures plus tard, article de l'APS, l'agence de presse officielle algérienne. Et là, ça devient flou total. Elle nie tout. L'ABEF n'est rien. L'ABEF est une association professionnelle de banques. Et d'ailleurs, il y a des banques étrangères dans cette association-là. Elle n'a donc ni le pouvoir décisionnel, et que seul le ministre des Finances ou le chef du gouvernement pouvait décider des choses pareilles. Et que de toutes les façons, officiellement, il n'y avait rien eu avant qui avait été coupé pour être remis. Donc voilà, et le dossier est clos. À partir de là, tout est devenu 2 fois plus flou. Et alors là, on nage dans le flou total. Parce que maintenant, les questions qui se posent,
C'est la BEF, cette association, la première fois qu'elle avait publié son communiqué, il est absolument évident, et surtout en Algérie, qu'ils ne se sont pas réveillés le matin et ils ont décidé de publier un communiqué. Allô, il y a un gros ponte qui a dû appeler et ils ont publié leur communiqué. Et lorsqu'ils ont republié le deuxième communiqué qui a annulé cette coupure des relations commerciales, il est aussi évident, allô, ouvrez le robinet. Ça, c'est évident, croyez-moi, pour tout le monde. Et la PS qui intervient pour nier l'existence de quoi que ce soit. Alors du coup, c'est l'expectative. C'est coupé, c'est pas coupé, c'est arrêté, ça va. Mais surtout, ce qui est grave, la PS même dit que ce qui décide, c'est le gouvernement ou le ministre des Finances. Et justement, elle est là, la PS. Si c'est ces gens-là qui doivent décider, pourquoi tu décides pour eux? Parce que là, la PS, elle a fait un article où elle annule tout. Mais de quel droit, à quel titre? Normalement, l'APS est un organe officiel de presse. Donc, normalement, s'il devait y avoir reniement du communiqué de la BEF, c'était justement le ministre des Finances qui devait intervenir, ou alors le chef du gouvernement, pour dire, écoutez, il n'y a rien du tout. Et après cela, l'APS fait son article. Et là, c'est l'APS. Sans même citer de sources diplomatiques ou de sources anonymes diplomatiques. Rien. L'APS décrète. Enfin, voilà, j'ai essayé d'être court. Mais avant de terminer, sincèrement, très chers amis algériens, tout ça est bénéf pour le Maroc. Mais vraiment, tout ça est bénéf pour le Maroc. Parce que, question image internationale, je ne sais pas si les grands responsables algériens se rendent compte de ce qu'ils font. Parce que jusque-là, ils n'arrêtent pas de se tirer une balle dans le pied, dans la tête. Ça va finir par faire des dégâts. Couper les relations avec l'Espagne. Pour un sujet pour lequel cela fait des années que vous dites que vous n'êtes pas une partie. Comment voulez-vous que les chancelleries étrangères vous croient encore? Le Maroc, maintenant, a un jeu facile. Vous avez coupé les relations espagnoles avec l'Espagne à cause du problème du Sahara. Donc, vous êtes une partie. CQFD. Enfin, ceci dit, messieurs, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à ciao et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Au revoir.